Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Vous êtes vice-président du Front National, mais aussi député européen. Et cet après-midi, Jean-Claude Juncker prononce ce qu'on appelle le discours de l'État de l'Union, en tout cas le discours de rentrée devant le Parlement européen. Vous y serez? Oui, j'y serai, oui, tout à fait. Et vous attendez qu'il dise quoi? Absolument rien. Je trouve que vous y allez pour rien, mais cet exercice, si vous voulez, où on singe les États-Unis avec ce discours de l'État de l'Union, alors que les États-Unis sont une nation, pas l'Union européenne, qui est une addition de nations et de peuples, a quelque chose déjà de grotesque et de ridicule. Mais c'est pas ni grotesque ni ridicule de faire le point au début d'une année qui n'est pas une année civile. Quand M. Juncker se prend pour Barack Obama, c'est quelque chose. Je vous assure que c'est quelque chose de grotesque. Mais bon, pour le reste, Marine Le Pen prendra la parole dans l'hémicycle, et évidemment, nous parlerons des suites du Brexit. Nous expliquerons, voilà, au lieu de fatiguer les peuples avec vos lubies fédéralistes, eh bien, écoutez-les et remarquez que l'apocalypse que vous souhaitiez, que vous annonciez et que vous souhaitiez, n'a pas eu lieu, au contraire. Alors, elle n'a pas eu lieu parce que le Brexit n'a pas eu lieu pour l'instant. Le Brexit est voté, mais il n'est pas ni enclenché, ni démarré, ni négocié, rien. Mais il est anticipé. Et vous savez qu'en économie, aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'anticipation. On nous avait expliqué qu'il y aurait un choc de défiance terrible. Ça ne s'est pas très bien passé pour... ni la monnaie britannique, ni la bourse, ni la croissance économique britannique. Non, la bourse est revenue à un niveau plus élevé que jamais. Bon. La monnaie, effectivement, a perdu 10%, ce qui est une bonne nouvelle pour eux. Elle était trop haut. Donc ils sont aujourd'hui plus compétitifs, ils ont plus de tourisme et ils ont une capacité de croissance plus importante que la France et le reste de la zone euro. Le chômage a même baissé. Bon, vous voyez, donc je veux dire, c'est pas fait, d'accord, on verra comment ça continue. Mais honnêtement, aujourd'hui, Theresa May, dans une dynamique, elle propose un plan de réindustrialisation. Il retrouve une liberté et on a levé une imposture puisqu'ils ont expliqué qu'ils remplaceraient toutes les subventions européennes par des subventions nationales, évidemment. En plus, il leur restera 7 milliards de surcroît. Ôtez-moi d'un doute, là, ce plaidoyer vibrant sur le Brexit, c'est parce que vous souhaitez le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne? Si l'Union européenne reste telle qu'elle est, à nous confisquer notre liberté, notre indépendance, évidemment. En tout cas, nous ferons ce référendum. Oui, le référendum, il n'était pas sur la sortie de la France de l'Europe, il est sur la sortie de l'euro, ce qui est une chose assez différente. Non. Depuis 2013, dans notre projet, le référendum est sur l'appartenance à l'Union européenne, donc l'euro en fait partie, ce qui est une raison supplémentaire de quitter l'Union européenne, avec Schengen, les deux raisons supplémentaires par rapport au Royaume-Uni. C'est de faire comme le Brexit. Sauf si l'Union européenne nous explique dans une phase de négociation qu'on peut retrouver notre souveraineté législative, territoriale, nos frontières monétaires et budgétaires. Alors je dirais très bien, ça ne sera plus l'Union européenne, on peut y rester puisque ça n'aura plus rien à voir. Bon. Ce sera une Europe des nations et de coopération, sinon on s'en va. Et ça se passera aussi bien qu'au Royaume-Uni. Donc vous n'attendez rien de Jean-Claude Juncker. En attendant, il y a quelques petites choses à régler en France. Par exemple, la jungle de Calais, le gouvernement semble avoir un projet d'installation de cette jungle et de division pour la réinstaller un peu partout sur le territoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est un énième plan de dispersion des migrants de la jungle et un peu d'Île-de-France d'ailleurs aussi dans toute la France. Je pense que c'est parfaitement irresponsable et c'est sans fin. Puisqu'en réalité, ça doit être le deuxième ou troisième plan. On sait que la jungle va de nouveau se remplir, ainsi que les bidonvilles d'Île-de-France, et donc on va de nouveau répartir, et la France va être complètement saturée, à saturation. Je crois que c'est irresponsable. Et donc on fait quoi? Et ça pose de vrais problèmes de sécurité. 7 000, 10 000, il y a beaucoup de monde là. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais par la jungle, ils sont passés non pas simplement 7 ou 10 000 personnes, déjà des dizaines de milliers, puisque ça ne cesse de se remplir, de se vider. Enfin, on vide dans toute la France, puis on re-remplit. La solution, c'est d'appliquer la loi. D'abord, quand on est clandestinement en France, on a vocation à retourner dans son pays ou dans des campements proches des pays d'origine lorsqu'ils sont en guerre. Et puis, la France doit arrêter cette politique d'immigration massive. Je crois qu'on va atteindre 100 000 demandes d'asile cette année. Ça avait déjà augmenté de 75% sous Sarkozy. Ça a continué d'augmenter sous Hollande. La France doit être maîtresse de sa politique d'asile. On en revient à une des conséquences salutaires du Frexit et avoir des frontières nationales. Et donc, laisser les gens aux frontières. Non, au fond, faire à Vintimille, en Alsace, en Belgique, ce que les Anglais nous font, si j'ose dire, à Calais. Déjà, les Anglais sont plus malins que nous, oui, premièrement. Peut-être parce qu'ils sont plus libres. Et deuxièmement, je pense qu'il faut agir avec d'autres pays, les pays européens, les États-Unis, d'autres pays, la Russie, agir là-bas, en amont, près des pays d'origine, au Moyen-Orient, dans la Corne de l'Afrique, avec l'ONU, évidemment, avec le HCR, y mettre probablement plus de moyens. Mais en tout cas, cette politique actuelle n'a aucune perspective, aucune solution. Ça ne fera que accumuler des vagues de migrants supplémentaires.
Aucune perspective, aucune solution. Dans le contexte actuel, mais il y en a. Est-ce que cette remarque ou ce jugement s'applique aussi à Alstom? Alstom prévoit de fermer son usine de Belfort. Le gouvernement se mobilise et impose de laisser l'activité dans les mêmes proportions, ce sont les mots de François Hollande. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, enfin, ils sont un peu moins optimistes. En réalité, vous voyez qu'on nous refait ce genre de scène dramatique tous les 6 mois. C'est un coup Florange, un coup Gandrange, un coup Alstom. Mais vous qui êtes assez sensible à la politique industrielle, à l'intervention de l'État dans l'économie, vous devez aimer ça. Mais vous avez raison, mais j'y suis tellement sensible que je déplore qu'il n'y ait aucune stratégie industrielle et aucune politique industrielle en France. Mais que l'État tape du poing sur la table en disant il faut absolument que la SNCF commande, il faut... Le coup de poing de l'État est en mousse. Enfin, il tape en mousse sur une table qui n'existe pas. Ça, c'est du cinéma. Le président de la République, le gouvernement commentent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que de quoi souffre Alstom? Alstom souffre déjà qu'il n'y a pas assez de commandes en France. On préfère la SNCF, la RATP commande à des constructeurs étrangers parce qu'on ne peut pas imposer en France le patriotisme économique. Encore une des conséquences de l'Union européenne. Quand Alstom a vendu récemment des TGV aux États-Unis, on en était tous ravis. Tout le monde est content. Oui, mais on a appris juste après que ces TGV devraient être obligatoirement construits aux États-Unis parce que c'est de l'argent public américain. Et moi, ça me paraît logique. C'est très classique. Et d'ailleurs, c'est ce que vous souhaitez pour la France, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, si vous avez raison, c'est très classique, très normal, très logique. Donc, il faut le faire en France. Et si on veut le faire en France, il faut se défaire des traités, des règles européennes. Et puis, je pense qu'on paye aussi, si vous voulez, le fait qu'il y a un an, l'État était aux abonnés absents quand General Electric a racheté la branche énergie d'Alstom. Parce qu'il est évident que Alstom coupé en deux, ou dépecé, est aujourd'hui moins résistant, moins solide, à des bases moins fortes pour affronter les crises qui viennent. Tous ceux qui regardaient le sujet à l'époque disaient mais Alstom ne peut pas survivre s'il est tout seul à son niveau dans tout ce qui est génération électrique et génération d'électricité, d'énergie. Et donc il fallait absolument trouver un partenaire. Et au fond, c'est ce que vous contestez aujourd'hui? Ce n'est pas simplement un partenaire. On a fait racheter le groupe par un Américain, on l'a dépecé alors qu'il s'agit de secteurs stratégiques. Je vous rappelle qu'à l'époque, nous demandions la nationalisation, au moins temporaire, par la Caisse des dépôts et consignations de la branche énergie. Pourquoi la branche énergie? Parce que c'est une branche, pour le coup, ultra stratégique et qu'il ne faut pas s'interdire d'intervention. Pour le reste, il n'y a pas de stratégie industrielle en France parce qu'il n'y a pas de patriotisme économique, parce qu'il n'y a pas non plus les bases pour financer l'innovation dans notre pays. Où est le financement du capital risque? Pourquoi on ne mobilise pas l'épargne nationale très importante pour aider au financement du capital risque et faire de l'innovation? Ça aussi, c'est une vraie question. Sans globaliser complètement le sujet, soyons simples, Alstom, qu'est-ce qu'il faut faire? L'État, aujourd'hui, est actionnaire, pseudo-actionnaire à 20%, des titres qui sont prêtés. Il doit les acheter? Il doit les acheter, il doit nationaliser Alstom et imposer sa stratégie industrielle. Il ne faut rien s'interdire, si vous voulez. Il ne faut rien s'interdire quand on est dans des secteurs aussi stratégiques que ceux-ci. Moi, je pense que la première des réformes, c'est d'abord de changer l'environnement économique en faisant en sorte qu'on mette en place des règles. Mais là, il y a une urgence, pardon. Mais oui, il y aura demain une autre urgence. On ne prend pas au bout d'un moment les bonnes décisions. Donc il faut mettre en place cet environnement de patriotisme économique. Pour régler le cas Alstom, là, il y a Belfort, Alstom, les ouvriers, faire en sorte à court terme qu'il y ait de la commande publique, mais on le fera forcément. Imposer ça à la SNCF. Attendez, on le fera forcément en infraction des règles européennes, parce que vous savez qu'il y a des appels d'offres, etc. On le fera forcément si on le fait en infraction. Je ne sais pas si nos gouvernements auront le courage d'aller voir M. Juncker et Mme Merkel et ils ne trembleront pas comme des feuilles devant eux. On verra bien. Mais pour le reste, il faudra bien changer l'environnement global et avoir une vraie stratégie industrielle. Je ne me résigne pas à ce que les grands champions nationaux soient démolis progressivement ou partent dans des mains étrangères. La France, c'est une grande puissance d'ingénieurs, d'ouvriers, de savoir-faire et donc industriel. Et donc industriel, enfin tout ça c'est l'Europe si je comprends bien. Tout ça c'est la lâcheté de nos gouvernements face à l'Union européenne. Les Français, eux, avaient dit non en 2005 par référendum, mais ils n'ont pas été suivis et le vote n'a pas été suivi des faits. Merci beaucoup Florian Philippot. Merci à vous.